Et oui, bonsoir. Figurez-vous qu'on n'a pas vu l'heure passer. On est en train de discuter. L'émission a déjà commencé. Bon sang de bois. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue. On est jeudi. D'habitude, c'est le mercredi. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand il y a des gens qui sont d'accord, on rajoute une journée dans la semaine. C'est ça. Je suis producteur indépendant un peu, vous voyez, avec des projecteurs, des machins. Voilà, aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Franck Bouis. Bonsoir, Franck. Bonsoir. C'est très gentil d'être venu dans mon salon parce qu'on va parler d'une économie un peu particulière ce soir. C'est l'économie du livre. Moi, je vois bien à peu près ce que c'est qu'un écrivain, je vois bien à peu près ce que c'est qu'un livre, mais je ne sais pas comment ça vit. Comment ça vit un écrivain? Est-ce que ça gagne de l'argent? Est-ce que ça gagne pas de l'argent? Est-ce que ça se fait plaisir? Est-ce que ça se fait pas plaisir? Est-ce que c'est milliardaire ou pas? Ben, on ne sait jamais, ça se trouve j'ai un milliardaire dans mon salon. Alors on va pas parler que d'argent, c'est pas ça, on va plus parler de l'environnement du livre, hein. Vous allez nous expliquer un petit peu tout ça. Vous le savez, vous pouvez poser des questions, hein, comme dans chaque émission. Surtout, vous pouvez me dire si vous entendez bien ou pas. Ça, je compte sur les premières personnes qui se connecteront pour me dire si le son est bon. Vous pouvez poser des questions, mais attention, hein, ici, c'est moi le patron. Les questions, elles sont sympas, elles sont bienveillantes, elles sont informatives, mais elles ne sont pas agressives, parce que sinon, ben, bien sûr, vous dégagez, hein. Je ne peux pas le dire autrement, je poserai pas les questions. Voilà, donc on est parti avec Franck Bouis. Juste l'actualité, avant de rentrer un peu dans les détails. L'actualité aujourd'hui, c'est lire à Limoges. Oui, oui, c'est la semaine de l'IRA Limoges. Donc demain, une rencontre, un grand entretien à la BFM, Ouais. demain matin, et puis une signature l'après-midi, anecdote. Alors comment ça se passe? Parce que d'habitude, moi je vais y faire un tour tous les ans, il y a le chapiteau, etc. Cette année, c'est pas le cas. Ah non, non, il n'y a pas, il y a pas de signature sous chapiteau, pas de salon proprement parlé, mais voilà, quand même quelque chose qui existe. Les gens pourront se connecter, il y aura une D'accord, donc il y a un truc captation. sur Ouais, Internet, tout à fait. des entretiens, Oui, oui, c'est des ça, entretiens. avec, Mm. voilà, sur votre actualité, sur vos livres, c'est ça? Je répondrai aux questions. Voilà, il répond. Ben oui, c'est toute la semaine. Bonsoir Sylvia, Sylvia qui est la première, Sylvia qui est de Poitiers. Sylvia, est-ce que vous connaissez Franck Bouis? Parce que si vous ne le connaissez pas, c'est pas la peine, hein. En ce moment, c'est l'écrivain à connaître. Mais bien sûr, même moi qui ne lis pas, je connais Franck Bouis. Alors qu'est-ce que vous voulez? Bon, Sylvia, il faudra nous dire si vous entendez bien. Allez, on va commencer tranquillement cette émission. Franck Bouis, on ne naît pas écrivain, hein, parce que déjà au départ on ne sait pas écrire, donc on ne naît pas écrivain. Que voulait faire le petit Franck Bouis et qu'est-ce qu'il a fait jusqu'au moment où il est devenu officiellement écrivain? On parlera d'écrivain après. C'est quoi le parcours de Franck Bouis? On n'est pas écrivain, ça c'est sûr, ouais, c'est sûr. Il c'est- En ce qui me concerne, ça a été une rencontre. Mais je crois que tout se joue dans l'enfance. Dans Il se l'enfance? passe quelque chose dans l'enfance. Je ne savais pas du tout ce que je voudrais faire, moi. Ouais. Même par atavisme, un peu, je me suis mis à faire de l'enseignement plutôt dans le domaine agricole, mais parce que voilà, je venais de ce milieu-là, mais sans grande conviction. Et puis bon, il se trouve que j'ai fait de la formation professionnelle pour le coup, et j'y ai trouvé, Dans le je m'y champ suis du handicap? épanoui, Dans le champ du dans le handicap? champ du Ouais. handicap, Hmm. je m'y suis épanoui, c'était une très très belle expérience qui a quand même duré 30 ans. Mais à l'adolescence, il se passe un truc, je chope une grippe, hein, encore un Hmm. virus, et pendant cette grippe-là, je lis des bouquins. C'est-à-dire, on m'avait acheté des bouquins pour l'occasion, et je lis l'Iliade, l'Odyssée, les enfants du capitaine Grant. Il y avait l'île au trésor, et il y avait Moby Dick de Conan Doyle. Et bon sang, je me suis dit, mais là, je me suis dit, il se passe quelque chose. Je veux écrire des histoires, je veux raconter des histoires. Et je me suis mis à écrire comme ça sur des petits cahiers, des petites histoires, des nouvelles. Je Hmm. n'écrivais pas de poésie, mais c'était ce truc-là. Et je me suis dit, faut pas que tu lâches l'affaire. Je sentais que c'était en moi. C'est-à-dire qu'il s'était passé quelque chose, et j'ai continué, j'ai toujours écrit. J'ai fait des gammes pendant très très longtemps. Et la vie aurait pu me faire bifurquer, aurait pu me faire arrêter, aurait pu me faire lâcher l'affaire. Je ne l'ai jamais fait. J'ai toujours continué. Et bah, bien m'en a pris puisque je suis devant vous aujourd'hui. Ah, très bien. Alors, le fait d'être devant moi, c'est pas non plus une consécration. Bonjour Jean-Marie Toury, bonjour Agir Haute-Vienne. Je vois que les fidèles sont là, c'est gentil.
Surtout, dites-moi bien si vous entendez bien. Il a pas forcément une grosse voix, mais peut-être il pourra se rapprocher du micro. Je tournerai un bouton. Dites-le moi bien, surtout. Parce que déjà, vous, je ne sais pas, mais moi, il y a déjà des choses qui m'interpellent dans ce qu'il dit et qui m'intéressent. Ce qui est assez particulier sur votre introduction, premièrement, il me semble, les gens diront s'ils sont comme moi, il me semble que beaucoup de gens qui pensent à écrire ont envie d'écrire sur eux au départ. Vous savez, c'est un peu une sorte de thérapie. Vous, pas du tout. Vous avez eu envie de raconter des histoires. Ah oui, 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 vraiment, de sortir de Mais moi, vous étiez justement. rêveur au départ ou quoi? Ah oui, oui, Vous oui, étiez un ouais, enfant ouais, rêveur, vous ouais, ouais. étiez... On va pas faire la psychanalyse, Non, hein. non, non, mais C'est le non. mécanisme, moi, qui m'intéresse. Ouais. Écrire un livre, ça doit être tout sauf une thérapie, hein. Enfin, à mon sens, hein, D'accord. vraiment. C'est l'intérêt justement d'écrire, c'est Hmm. de sortir de soi, D'accord. d'être ce qu'on n'est pas. Et évidemment, comme on écrit, vous savez, c'est Giono qui disait, j'écris comme je suis, et ce que je suis, je sais pas. Alors, D'accord. alors, 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 et- c'est intéressant, mais vous dites un jour, j'ai lu, voilà, j'ai eu la grippe, j'ai lu. Avant ça, est-ce que vous diriez que vous aviez une culture littéraire pas, particulière ou... Non, pas du tout, mais pas du tout. d'accord, Et puis il y avait pas à la maison, il y avait pas, ça lisait pas quoi. Mes d'accord. parents, ma mère lisait pendant les vacances, je me souviens, elle lisait Troya, Clavel, Ouais. mais il y avait pas de. Et il se trouve que à partir de là, je me suis mis à écumer un peu les librairies, les bibliothèques, et je prenais tout ce qui me passait sous la D'accord. main. La, Mais la- je lisais de la bande dessinée, je la lisais boulimie est arrivée. ouais, ouais, je Ouais. lisais Bob Moran, Mhm. Tintin, mais je lisais, j'ai lu quasiment tout Jules Verne, je lisais Baudelaire, Mallarmé, je lisais tout, Shakespeare, je lisais n'importe quoi. Alors, ce qui me marque aussi, alors ça c'est assez particulier, j'ai bien écouté ce que vous avez dit. Vous avez dit, j'ai fait mes gammes. Et c'est assez particulier parce que en disant ça, on a l'impression que tout de suite, vous avez eu une approche quasi professionnelle. Parce qu'on fait ses gammes quand on veut faire quelque chose de carré, quand on veut apprendre en général. C'était votre démarche? Ben, je le dis aujourd'hui que je faisais Oui, mes mais, gammes. mais bon, il Mais, n'empêche. ouais, mais c'est vrai, mais j'en avais pas forcément conscience, franchement, je savais pas que j'en serais là aujourd'hui, Oui, je l'imaginais même pas. Mais j'avais ce rêve-là. Pour moi, c'était quelque chose, la littérature, je savais que ça serait l'affaire de ma vie. Vraiment, mais je le pensais en tant que lecteur plutôt, et d'accord. j'écrirais des petits trucs comme ça. Mais c'était quelque chose qui devenait fondamental dans ma vie. Lire, voilà, lire. À lire et Et écrire, c'est pas pareil. non, c'est pas pareil, mais c'est indispensable. Quand on D'accord, veut écrire, d'accord. la première mise en route, la première mise en bouche, Hmm. c'est la lecture. Si on ne lit pas, euh, D'accord, on peut pas écrire si on n'a pas lu, mais d'accord. c'est pas Pour possible. vous, Ou on alors, peut pas. Il faut qu'on ait quelque chose auquel se référer, pas forcément copier, mais la lecture donne une culture nécessaire à l'écriture. C'est ça que vous êtes en train de dire? oui, et puis on faut pas réinventer le fil à couper le beurre, hein. Euh, c'est même pas ça, c'est que le fait de lire, en fait, on vient pas de nulle part. Il faut arriver à trouver sa famille, en fait. Il faut D'accord, arriver à trouver euh, où poser votre sensibilité. Alors, cette boulimie qui m'a pris au départ, elle s'est beaucoup resserrée au fil du temps. bien sûr. Mais, ça aurait pu en rester là, c'est-à-dire que j'aurais pu être un boulimi qui lit tout et n'importe quoi. Mais je faisais, grâce à des libraires aussi, je faisais ces pas de côté qui me permettaient d'être de plus en plus exigeant. Vous savez, Marie Yourcenar parlait de la paresse de certains lecteurs, justement. Elle disait, les lecteurs, il faut qu'ils soient exigeants à un moment donné, parce que la littérature, l'évolution de la littérature dépend aussi du lecteur. Et je me souvenais de ça, et je me suis mis à être comme ça, de plus en plus exigeant, et je me suis mis à ne plus m'intéresser qu'à l'histoire, mais aussi à la musicalité. C'est-à-dire euh, quelque chose qui fait que même quand vous décrochez de l'histoire, ou même quand on vous raconte une histoire, il y a des moments où vous posez vos émotions. Comme sur une chanson de Bachung, par exemple, un moment où vous décrochez complètement du sens, mais il y a des moments où vous posez vos émotions et vous racontez aussi l'histoire. Et finalement, comme ça, le livre ne se termine jamais. Les personnages continuent à voyager dans votre tête longtemps après. C'est pour ça que j'aime pas les livres clos. J'aime pas les livres où on m'explique tout. J'aime pas les livres où on me prend pour un idiot. C'est-à-dire, on a besoin de me dire que le colonel Moutarde est mort à 17h37 sur un tapis rouge, assommé par la femme de chambre avec un chandelier. Je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas.
D'accord. Ah, c'est intéressant, hein. Alors là, j'avoue que je suis un peu saisi, moi, parce que les écrivains, je ne rencontre pas. Le gars, je l'ai fait venir, il écrit les livres, et en fait, il est en train de me dire euh, ce qui lui plaît dans la lecture. C'est assez paradoxal. Enfin, pour moi, hein, c'est assez. Ouais, Et vous savez, je comprends, hein. vous savez, je suis avant tout un lecteur et chaque jour, je suis avant tout un lecteur. C'est-à-dire que je me lève très tôt le matin et la première chose que je fais, c'est de lire. Très bien. Et je découvre encore des auteurs extraordinaires. Et en fait, cette lecture me lave de ce que j'ai écrit la veille et je suis neuf au moment où je me retrouve à mon bureau. Très bien, ça c'est une sacrée entrée en matière, hein. Soisy, bien sûr que Soisy que je connais, qui nous dit bonjour, je ne sais pas si je vais bien le dire, de Penmarch ou de Penmark, toujours est-il que c'est en Bretagne, Ah elle est oui. au bord de la mer. Soisy, toi je sais que tu lis, Frank Buis, hein, il faut que tu lises. Karine Llorens, ah ben oui, Karine, je vois où elle est à Vigeois. Hein, ça vous parle, c'est la Ah, Corrèze, Vigeois, bien c'est sûr. c'est chez Et moi. Karine va être dans ce fauteuil bientôt, tiens, bientôt dans ce fauteuil. Euh, je ne sais pas comment vous voyez. Moi, j'écoute avec énormément d'attention. Je trouve ça passionnant. Je sais que dans les gens qui sont là, il y a des lecteurs, pas forcément de Frank Buis, mais peut-être qui s'interrogent sur le processus d'écriture et l'économie, hein, au sens large du terme. On va y revenir. On va y arriver doucement, hein, parce qu'on ne va pas lui couper les ailes tout de suite. Hein. Bon. Le, Moi, je voulais savoir, vous disiez, il faut que le lecteur soit exigeant. Moi, je voulais savoir si au début, quand vous vous êtes mis à écrire, vous vous êtes dit, par rapport à ce métier, puisqu'aujourd'hui c'est votre métier, à l'époque ça ne l'était pas, ou est-ce que si je veux que ça devienne un métier, il faut que je sois exigeant, il faut que je sois technique, il faut que j'ai une technicité. Est-ce que vous vous êtes dit ça ou pas du tout? Ou c'est venu justement en prenant appui sur vos lectures et vous dites, tiens, il faut que j'écrive de telle façon ou telle façon? Non, non, C'est un peu enfin, mathématique ce que je ouais, dis. ouais, C'est non, non. naïf, c'est naïf. Non, Vous c'est avez le pas naïf. droit. Non, non, c'est pas. Non, 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 pas du tout. C'est pas du tout naïf, hein. Mais je me posais pas la question à l'époque. Et je serais tenté de vous dire aussi que euh, c'est pas parce qu'on est exigeant qu'on a du succès, Non. et c'est pas parce qu'on a du succès qu'on est exigeant. Ouais. Non, mais par contre, est-ce que vous vous Mais êtes dit qu'il fallait écrire d'une certaine façon, quand même? je savais qu'il faudrait que je lise pour devenir exigeant. D'accord, Mais au début, j'étais pas. J'essayais de faire à la manière de. Vous savez, c'est comme quand on veut devenir peintre ou dessinateur, on recopie. d'accord. C'est le premier, mais c'est normal, hein, donc, je lisais un auteur, ben, j'étais influencé. Je lisais Maupassant, j'étais influencé, j'écrivais des nouvelles à la Maupassant. Je lisais Poe, j'écrivais des nouvelles fantastiques. Mais c'est tout à fait normal. Euh, quand je dessinais, je recopiais dans le journal de Mickey, peu importe. Et, mais il faut s'en débarrasser à un moment donné. C'est-à-dire que cette, ces copies un petit peu, ces écritures à la manière d'eux, eh ben, petit à petit, on en prend un petit peu la meilleure part. On écrit sur des ruines Hum, laissées par les grands anciens, hum. mais les pierres, on les ramasse sur plein de ruines différentes. Moi, j'invente rien. Vous avez Je- ramassé les pierres sur plein de ruines eh pour ouais, construire votre ma- propre maison. exactement, c'est exactement ça. Euh, il faut en être conscient. On révolue. Ceux qui croient révolutionner la littérature en inventant un style comme ça, moi, j'y crois pas une seconde, quoi. J'y crois pas une seconde. Mais on vient de quelque part. Euh, 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 Homère a entraîné. Voilà, après, il y a eu Shakespeare, il y a eu Faulkner, il y a eu Joyce, etc. Mais s'il n'y avait pas eu Homère, il n'y aurait pas ces auteurs-là. Vous voyez ce que je veux dire? S'il n'y avait pas eu Shakespeare, il y aurait pas eu. Quelqu'un, on trace le sillon, mais on ne prend pas forcément le même Ouais, chemin, ouais. hein. Mais On est après, d'accord. il y a un fil. Tout le monde tire pas le même fil. Moi, c'est celui qui me convient, celui-ci, là. Bon, Soisic, tu le dis, tu connais pas, mais tu vas sûrement découvrir avec plaisir le week-end prochain, c'est sûr. De toute façon, sinon, on se voit bientôt, tu le sais, je t'amènerai un livre. Écoute, je t'en achèterai un. À chaque fois que je lui ramène un truc du Limousin, je vais lui ramener là. Bon, euh, ok, on a bien compris. Il y a eu ce phénomène d'acculturation et d'éducation un petit peu, je Ouais. dirais, à la lecture, à l'écriture. Euh, c'est quoi qui, à un moment donné, fait que on lit Shakespeare, on lit Homère, on lit les BD, etc. Et à un moment donné, on se dit, je vais écrire quelque chose et je vais l'envoyer à une maison d'édition. Qu'est-ce, Quelle prétention, à un moment donné, à Ah quel ouais. moment naît cette prétention ou ce besoin, je suis provocateur exprès, mais il faut un peu de prétention, il faut un peu de confiance en soi pour se dire, je vais le donner à une maison d'édition.
Bah, à un moment donné, on apprend à avoir confiance en ses Ouais. doutes. Ah, oui, d'accord, oui, oui, bah oui, de toute façon, hein, Oui, on si peut on pas doute, s'en défaire, hein, si donc, on ne doute pas, on peut pas écrire ouais. déjà à la base. Mais non, alors moi j'ai croisé des gens quoi en fait qui m'ont Ah, c'est euh, qui ces gens? Je veux pas les les- noms, mais qui sont ces gens? bah, Enfin, si vous voulez donner j'ai les noms, vous les des donnez. éditeurs. Donc Ouais. Par exemple, vous lisez, mais vous croisez des éditeurs. j'ai croisé Jean-Marc Ferrer, des Ardents Éditeurs, voilà. Et puis on a discuté, il a lu, on a fait 3 livres ensemble, une trilogie qui ressort au livre de poche D'accord? depuis l'automne. Voilà, et puis un jour, il se passe quelque chose, mais littérairement parlant. C'est-à-dire que tous ces livres-là, je les faisais un peu. C'était encore des gammes où je ne renie rien, hein, parce que ces livres Oui, oui. sont tout aussi importants. C'est vraiment un chemin. Mais à un moment donné, j'ai écrit un bouquin qui, qui, qui part vraiment, pas d'une construction, mais d'une image mentale. C'est-à-dire une image qui vient de l'enfance directement, qui me chope, vraiment qui me D'accord. happe. L'image d'un type qui sort de sa maison pour accueillir Raymond Depardon, c'est la série des profils paysans, et qui rentre dans sa maison et qui écoute la mort de l'abbé Père. Pourquoi je suis saisi par cette image? Parce que ce n'était pas le type en lui-même Mhm. qui me fascinait, c'est que c'était mon histoire, c'était l'histoire de mes grands-parents, c'est l'histoire de mon oncle, toute l'histoire familiale qui surgissait. Et je me suis dit, mais je vais écrire un livre qui va partir de là, je ne savais pas du tout où j'irais. Et en fait, ce livre puisait, enfin, s'enfonçait, c'est des racines qui s'enfonçaient dans mon histoire, et dans l'histoire de ma famille, etc. Mais d'une façon romanesque, c'est-à-dire, c'est pas du tout l'histoire de ma famille ou quoi que ce soit. Ouais. Mais n'empêche, c'était cette image mentale-là qui vient de l'enfance, qui a fait que j'ai écrit ce livre. Et alors, je l'ai écrit dans un état enfin, j'étais heureux, quoi. D'accord. Il se passait quelque chose littérairement. Les mots venaient, il y avait des images qui apparaissaient. Parce que ça, il faut les traquer, les images, les lieux communs, tous ces trucs-là. Là. Ça me paraissait nouveau, en fait. Mais alors, par contre, je pensais que ça n'intéresserait absolument Oui, personne. parce que Hein. c'est ce que j'allais vous demander. Là, on sent que c'est tellement, c'est presque, le point de départ est tellement intime. Vous êtes allé chercher dans les racines. Enfin, ça s'est imposé à Ouais. vous, hein, d'aller chercher dans ces racines. Est-ce qu'à ce moment-là, on se dit, j'écris pour moi, parce que j'en ai Ah besoin à non. ce moment-là, ou est-ce qu'on se dit, je vais raconter une histoire pour d'autres gens, même si Ah le point de non. départ est aussi intime que ça? C'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que je me suis débarrassé de moi en puisant dans cet intime-là, dans cette D'accord. image mentale. C'est-à-dire que j'étais suffisamment aguerri, j'étais suffisamment armé pour pouvoir raconter une histoire qui est complètement autre, qui est une histoire de famille, de type dans les Cévennes, avec un chien qui fait le lien, on est en plein hiver, etc. Donc rien à voir, hein, avec du suspense, etc. Et je raconte cette histoire qui me dépasse complètement, parce que quand je commence une histoire, je ne sais pas du tout où ça va, je sais même pas le paragraphe d'après ce que ça va raconter, mais il s'est passé un truc là. Et je fais ça, je mets ça dans un tiroir, j'en ai écrit 9 versions en fait, pour que D'accord. vraiment le texte soit là. Et puis un soir, mon meilleur ami, qui est mon premier lecteur, me dit: t'as pas un truc à me faire lire? Je dis: bah si, j'ai un manuscrit qui s'appelle Gus, mais tu verras, ça n'intéressera personne. Mais voilà, je sens que je suis arrivé à une matière qui m'intéresse, mais je Intéressant. j'ai Ouais. pas envie de le faire lire. Mais vous Et n'aviez pas envie. non, parce que je pensais D'accord. vraiment que Vous aviez fait votre je boulot. savais pas à qui, ouais, je savais Vous pas du l'aviez tout à écrit, qui. vous l'avez mis dans le tiroir, vous aviez fait votre boulot. Ouais. D'accord. Et il me rappelle très tard le soir, il avait lu, il m'a dit: mais c'est pas possible, il faut que tu l'envoies à quelqu'un, ce livre est une merveille. Hmm. Et ce sont ses mots, il m'a dit ça, et puis j'en avais les frissons, je dis: mais ah ouais, ça t'a plu à ce point-là? Il me dit: mais c'est... Et je l'ai envoyé, je suis allé voir les libraires, mes copains de Page et Plume, je leur ai dit: Ouais. donnez-moi 3 noms d'éditeurs parisiens, Hmm. puisqu'il paraît qu'ils sont plus sérieux que... Je blague, hein, bien sûr que non. Mais voilà, si vous voulez être un peu... Oui, oui, avoir non, une voilà. audience Mais c'est nationale, intéressant, c'est il intéressant. Il n'y faut a aller pas vers de. les éditeurs Bien parisiens. sûr. Et puis voilà, le premier éditeur m'a répondu, m'a appelé 2 jours après. C'est un petit éditeur, et puis c'est devenu Grossir le ciel. Et l'aventure est partie vraiment Ah, de là. très bien. Bon, ben c'est impeccable, hein. On va commencer là-dessus, on va dérouler là-dessus. Et oui, Swazik, c'est ce qui est intéressant pour le lecteur. Tu me remercieras de recevoir des écrivains, puis pas n'importe lesquels, bien sûr, bien sûr. Dans l'imaginaire collectif, l'histoire veut que on écrit son truc, on l'envoie
à un éditeur. On attend impatiemment chaque jour le retour du courrier pour qu'on nous dise on est pris, enfin vous êtes retenu, on va éditer votre livre. Est-ce que ça s'est passé comme ça pour vous? Quand vous avez envoyé votre livre, quel était votre état d'esprit? Ben, j'ai pas eu le temps d'en avoir un parce que 2 jours après, Deux il y en jours a un après, qui me c'est vous avez téléphonait. gagné au loto 2 jours après. On va Alors, en parler, mais ouais. Et j'avais même un message sur mon répondeur et j'y ai pas cru spécialement, donc j'ai pas rappelé tout de suite. Je pensais que c'était un copain qui me faisait une blague. Bon. d'accord. Et j'ai pas rappelé tout de suite et puis il a rappelé. Et là j'ai rappelé. Effectivement, c'était pas une blague, quoi. C'était. Alors, euh, moi qui suis tout sauf un artiste, hein, mais je me dis, lire, avoir une culture littéraire, c'est bien. Très bien. C'est une chose. Écrire, c'est bien. On écrit bien, on écrit mal, moi je peux pas dire, j'ai pas la technique. Mais là, on rentre dans une autre logique. Vous avez écrit un livre, une maison d'édition vous contacte, et là, on dépasse, bien sûr, vous allez continuer, j'imagine, à parler de littérature, mais on passe un cap. On est dans un univers de la relation de la maison d'édition à l'écrivain. Est-ce que ça, vous y étiez déjà au départ sensibilisé? Est-ce que dans vos relations, par exemple, il y avait déjà des gens qui étaient édités et qui vous avaient raconté comment ça se passait? Quelle était votre connaissance de cet univers-là avant? Je parle bien de l'univers des maisons d'édition et comment ça fonctionnait. Pour être tout à fait honnête, les copains que j'avais, les copains écrivains autour, si vous faites pas tous les salons du coin en proposant vos bouquins, vous vendez pas de livres. On vend pas beaucoup de livres en librairie. Enfin, il y a pas la même puissance de frappe que de grosses maisons d'édition. Et puis c'est normal, hein, c'est pas du tout une critique. Donc vous êtes obligé un peu de faire le camelot, de faire l'article, quoi, pour vendre vos bouquins. Moi, c'est pas trop mon truc. J'ai un peu de mal. Voilà, j'ai pas j'admire tous ceux qui le font, mais moi, c'est voilà. Et donc c'était pas trop mon truc. Donc quand je suis passé à un autre stade, à un autre niveau. Là, j'ai découvert par contre un autre monde d'organisation, voilà, où vous prenez pas, enfin, parce que là, par exemple, dans un petit salon, si vous voulez participer, vous payez votre essence, vous payez votre bouffe, tout. Bon là, aujourd'hui, évidemment, c'est. Ouais. On va y venir parce qu'il s'est passé du temps quand même, tout n'est pas arrivé comme ça. Donc vous délivrez, donc le premier livre, vous m'avez dit, ça s'appelait? Ça s'appelait Le Mystère H. Oui, alors, Mystère H. Celui qui a été publié la première fois. Et l'entomologiste aussi, c'était paru la même année chez Lucien Souni à l'époque. D'accord. Donc là, quand quand la maison d'édition vous contacte, de quoi vous parlez? Ces petites maisons d'édition, vous voulez dire? Non, au départ, la première maison d'édition qui pour vous a grossir le dit, ciel. voilà, de quoi il vous parle? Il vous dit voilà, on se rencontre. Ouais. Voilà. Oui, oui. Est-ce que par exemple, ils vous disent écoutez, le bouquin nous intéresse, mais faut retravailler un peu dessus, on vous accompagne? Ou est-ce qu'ils vous disent écoutez, on le met sous presse et puis on discute? Alors, si on parle de Grossir le ciel, de ce livre, De celui que vous voulez, vous dites. Ça, c'est le premier. C'est non, ça? non, Grossir le ciel, c'est celui qui passe chez un éditeur parisien. D'accord. Celui-là. Très bien. Là, la première chose dont on parle, c'est contrat. D'accord. C'est-à-dire qu'on vous envoie un contrat. Moi, voilà, on vous envoie le contrat? Oui. On vous dit pas de venir et puis on discute ensemble, non? Non, déjà pour le lire, pour lecture, d'accord. on m'envoie le contrat. Et ça, c'est des choses qui vous parlent ou pas? Pas trop. Déjà, on voit quand même que on commence à toucher l'économie du livre que j'avais déjà touché avant. On s'aperçoit que l'auteur est quand même le plus mal loti, puisque on arrive à des pourcentages quand même. Il faut savoir que dans les maisons d'édition, on peut vous proposer quand même 5% de droits d'auteur. 5% de quoi? Du prix du livre. D'accord. Hors taxe. Hors taxe. D'accord. Faites un rapide calcul. D'accord. Sur 15 euros ou 20 euros. D'accord. Ça vous fait 50. Enfin, d'accord. Que je dise pas de bêtises. Oui, ça fait pas beaucoup. De toute façon. Ouais, on est à oui, 5%, oui. On est à 1 euro, quoi, oui, si on vend un bouquin. Voilà. D'accord. Donc autant dire, il faut vendre beaucoup de livres. D'accord. Et après, alors ça c'est au début. Donc mais on va y arriver. On va y arriver. Mais si on vous dit, voilà, sur le contrat, il y a 5%. C'est votre. Mais vous êtes tellement content de publier, parce que
il y a ce truc-là où l'éditeur, parfois, vous fait comme. Il vous fait une fleur, quoi. C'est un truc. Vous voulez tellement alors j'ai un peu de mal avec le mot écrivain, mais moi, romancier. J'aime bien le mot romancier. Oui. Ouais, le livre va exister, quoi. Il va être fabriqué, des gens vont pouvoir le lire. On est tellement content qu'on est quasiment prêt à signer n'importe quoi. Donc, alors, cet éditeur-là ne m'avait pas proposé 5%, attention, hein. Oui. C'était beaucoup plus. Mais bon, c'est une pratique. Oui. C'est une pratique. Euh, et puis après, lui, le texte, grossièrement, j'en ai fait 9 versions. Donc, je ne sais pas s'il a touché, la correctrice a touché à quelques virgules, mais le texte, Il est non. abouti. Ouais. Il a juste fallu que je trouve un titre, Hum. puisqu'il s'appelait Gus, c'était le titre de travail. C'est devenu Grossir le ciel, qui sont les derniers mots. Pardon. Et puis, donc voilà, on s'est rencontrés. Il est venu me voir à Limoges. On s'est rencontrés aussi à Paris. On a gentiment, comme ça, j'ai fait quelques petits salons, mais ça a été personne ne me connaissait, personne ne m'attendait. C'est une mise en route là. Ouais, le livre Vous se jouiez en vendait. deuxième division là pour commencer. Le livre se vendait tranquillement. Et puis en fait, ce qui fait démarrer vraiment, c'est le passage en poche. Ouais. C'est-à-dire que des éditeurs poche se battaient pour acheter ce bouquin. D'accord. Et après, le livre de poche a remporté l'enchère, et puis on est à plus de 100 000 exemplaires aujourd'hui en poche. Ça a vraiment démarré là, le prix SNCF du polar, etc. Un polar qui n'est pas un polar d'ailleurs. Euh, alors, donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous êtes auteur, vous touchez des droits d'auteur, puisqu'on est dans l'économie du livre, vous touchez vos droits d'auteur, à peu près pas avant un an après avoir sorti le livre, hein. Et puis l'éditeur donc a vendu le livre en poche. Ok. Donc, par exemple, si le livre se vend 10 000 euros, il y a 5 000 euros qui me reviennent et 5 000 euros qui reviennent à l'éditeur grand format. D'accord. D'accord. Et après, tout ce qui dépasse cet avaloir, c'est-à-dire que si après le livre se vend très très bien et qu'il y a 20 000 ou 30 000 euros, il y aura toujours, on partagera toujours jusqu'au bout, c'est-à-dire entre l'éditeur grand format et moi. Et pour tous les éditeurs étrangers, c'est la même chose. C'est-à-dire que si il y a 10% de droits d'auteur sur un poche, il n'y en a que 5% qui me reviennent. D'accord. Voilà. Donc tout ça pour que ce soit clair, pour qu'un écrivain, c'est pour ça qu'il y a si peu d'écrivains qui vivent de leur métier, pour vivre, il faut vendre beaucoup de livres. Et oui, Sylvia, c'était la question de Sylvia. Alors, la première, mais on ira un peu plus loin là-dedans. Sylvia qui dit, peut-on vivre de l'écriture vu la part qui vous revient? Aujourd'hui, c'est le cas, vous en vivez. Oui, j'en vis très bien, hein. Voilà. Après, il y a d'autres choses qui sont parallèles. Il y a les rencontres, etc., rémunérées. Oui. Il y a plein d'auteurs On va en parler voilà. du reste, des à côté, des produits dérivés ou des manifestations dérivées, on va en parler. Attention, j'ai beaucoup de respect pour tous les gens qui écrivent et qui font plein de choses. Pour les gens qui ne connaissent pas Franck Bouys, c'est quand même aujourd'hui un auteur qui compte au niveau national. Hein. C'est une réalité, c'est comme ça. C'est un auteur qui compte au niveau national. Donc effectivement, j'espère qu'il vit de ce qu'il fait. Je viendrai sur la deuxième question un peu plus tard. On va rester 2 petites minutes là dans le côté structurel, et puis je voudrais après qu'on revienne un peu sur le côté création, littérature. Quand vous dites, c'est peut-être une question idiote, hein, mais quand vous dites on touche tant, etc., sous quel statut? Vous êtes quoi? Vous êtes chef d'entreprise? Vous êtes quoi? Vous êtes salarié? C'est quoi? Comment vous faites pour rentrer l'argent? C'est du black? C'est tout en liquide? Je suis saltimbanque. C'est ça. Non, mais j'ai un statut d'auteur. Alors, c'est quoi un statut d'auteur? Vous êtes immatriculé en quelque part? Oui, j'ai un numéro SIRET. D'accord, donc vous êtes une entreprise. Tout est déclaré. Ah oui, tout à fait, oui. Voilà. Tout est déclaré, et bien déclaré, je peux vous assurer. Oui, non. Non, mais Ça, c'est vrai qu'on ne le sait pas forcément. Oui, mais vous êtes un chef d'entreprise. Oui, et puis je fais vivre beaucoup de gens, hein. Ah, alors ça, c'est. Je fais vivre beaucoup de gens, enfin, comme tous les auteurs. Ouais. Oui, mais effectivement, concrètement, je vais le résumer un peu, c'est sans doute maladroitement, mais pour que les livres se vendent, il faut déjà que les gens ils aiment ce qu'il y a dedans, mais il faut qu'il y ait toute l'infrastructure autour.
Parce que ça, c'est extrêmement important. La maison d'édition, effectivement, si elle prend de l'argent, c'est parce que parallèlement à ça, elle assure la promotion, les voyages, les rencontres, les machins, les trucs, les bidules. On est bien d'accord. Ils investissent sur l'auteur. Et la contrepartie, ben, c'est qu'effectivement, ils augmentent la puissance de vente. Bien sûr, oui. Donc, oui. qui sont tous ces gens, justement? Allez-y, faites-nous envie, là, un peu. Moi, aujourd'hui, je suis chez Albin Michel. J'ai un attaché de presse, un relation libraire, un éditeur. Il y a des imprimeurs, il y a des gens qui s'occupent des stocks de bouquins. Enfin, il y a toute une économie parallèle. Euh, Quand on a du succès, ben, on permet aussi d'éditer à des gens des premiers romans aussi, parce que Ouais. cette économie-là permet aussi de prendre des risques. Et Albin Michel prend aussi des risques en publiant des jeunes auteurs ou pas confirmés, etc. Et ou en continuant de faire confiance à des auteurs qui n'en ont pas eu jusque-là. Donc c'est tout ça aussi. Et puis peut-être qu'un jour, moi, je serai dans ce cas-là, parce que quand je dis que c'est un métier de saltimbanque, mais effectivement, aujourd'hui, j'ai un certain succès, mais demain, je ne sais pas. Eh oui. Donc faut Chaque penser à livre, ça. ouais. Ouais, je suis encore jeune. Eh oui, faut mettre de côté pour la retraite. Je vous le dis parce que, Alors il faut savoir, vous parlez de retraite, il y a une espèce de flou artistique à ce sujet-là aussi. C'est-à-dire qu'on cotise beaucoup, mais je pense qu'à l'arrivée, il n'y il aura vous pas restera vos grand-chose. livres. Vous Ouais, lirez c'est vos ça. livres. Vous Voilà. n'allez pas en Je plus mettrai des livres vouloir dans de le l'argent coffre. pour quand vous êtes vieux. Allez, on va revenir un poil dans dans la création parce que bon, c'est quand même pas n'importe quelle personne qu'on reçoit aujourd'hui. Euh, L'autre jour, j'avais dans ce fauteuil Anna Lassan, qui est cuisinière, qui a le Paul Delano, qui a gagné MasterChef, etc., qui est un personnage particulier. Et je lui ai demandé comment elle définissait sa cuisine. C'est sans doute une question qui est un peu bête. Donc, bon, elle m'a donné une réponse. Si je demande, vous, quelle est la patte, quelle est la signature de Franck Bouys pour les gens qui ne connaissent pas? Là, par exemple, ma copine, elle ne connaît pas Franck Bouys. Qu'est-ce qu'elle va trouver dans les livres de Franck Bouys? Qu'est-ce qu'elle va trouver comme atmosphère? Qu'est-ce qu'elle va trouver comme univers? Est-ce qu'il y en a qu'un? Est-ce qu'il y en a plusieurs? C'est quoi? Alors, Comment il se définit, Franck Bouys? la métaphore avec la cuisine me va pas mal aussi, Ouais, hein. Euh, Moi, je suis un autodidacte, hein, on est d'accord ouais, en termes de lecture. Donc, ma culture littéraire est à l'image enfin, mon écriture est à l'image de ma culture littéraire, c'est-à-dire c'est la porosité. C'est-à-dire que ben, ceux qui vont me lire vont trouver d'abord des histoires, vraiment, ouais, du romanesque. Parce que moi, d'accord. les premiers écrivains que j'ai aimés, ce sont les feuilletonistes du 19e. Ouais, Donc j'avais, vous savez, ce truc à la fin de la page ou à la fin du chapitre, on a envie de continuer, hein, d'accord. on a envie de continuer. Et moi, quand j'écris, j'ai j'ai en- je- j'ai envie le lendemain de continuer, mais je termine souvent sur des espèces d'énigmes ou de mystères où je sais pas comment je vais m'en sortir. Je me dis, pourquoi tu as fait ça, quoi? Et puis ça se dénoue petit à petit. Donc il y a cette tension, ce suspense, oui, que j'ai gardé en moi. Et puis il y a cet amour de la poésie aussi, c'est-à-dire que j'ai besoin que les mots chantent, enfin qu'il y a un rythme particulier. Ça, je le travaille aussi. Euh, et il y a mes racines, c'est-à-dire que moi, l'histoire que je raconte, ça se passe pas dans le milieu parisien, ça se passe pas dans le 16e arrondissement. Ça se passe souvent dans la nature, avec des gens plutôt taiseux, des gens, ces relations-là un peu Mm. particulières, des secrets, des non-dits, voilà, voilà ce qu'on va trouver. Moi, je suis un grand amoureux. Les écrivains qui m'ont le plus marqué, c'est Jean Giono, évidemment, mais c'est Faulkner, c'est Steinbeck, c'est Dostoïevski, c'est c'est de l'ampleur, mais vraiment avec cette envie-là, cette envie d'être immergé dans l'histoire. Et moi, quand j'écris, je suis complètement immergé dans l'histoire. Donc voilà. Très bien. Ben, j'écris au fur et à mesure. J'avais préparé plein de questions. Le problème, c'est quand il me parle, il y a d'autres questions qui arrivent. Qu'est-ce que vous voulez? On va articuler autrement. Alors, vous êtes immergé dans l'histoire. Et puis, finalement, alors, la première question, c'est à quel moment vous vous êtes dit, j'arrête d'être prof? Ah Quand vous ben, êtes devenu riche.
quand j'ai eu quand j'ai eu les moyens de... quand j'ai arrêté, c'était encore un risque, hein. Ouais, Mais bon, il y avait le succès de Né d'aucune femme qui était en route. ouais. Je savais pas que ça prendrait cette ampleur-là. Aujourd'hui, enfin, bon, c'est assez impressionnant, quoi, des traductions un peu partout dans le monde. C'est-à-dire combien? En grand format, on doit être à 150 000 exemplaires D'accord. aujourd'hui. Et en poche, le poche est sorti, on est au moins autant en poche, là. Voilà. Et donc, je pensais pas. Et du coup, arrivé au bout de quelque chose, mais au bout de quelque chose dans mon métier c'était pas un épuisement. J'adorais toujours les gens que je formais. C'était mes collègues aussi. Après, il y a d'autres choses qui ont fait que ça devenait insupportable. Mais en tout cas, j'ai eu la chance incroyable de pouvoir le faire au moment où, enfin, où ça devenait presque une question de survie, que je pouvais plus rester dans le métier que je faisais avant. Donc j'ai une chance incroyable que plein d'autres gens n'ont pas dans leur vie. Bien Sauf sûr, que cette chance-là, je me la suis provoquée. bien Elle sûr. n'est pas tombée comme ça du ciel. J'ai mis 30 ans à me la Ouais. provoquer. Mm. En continuant d'écrire, en continuant de, de, de- on parlait de gamme tout à l'heure, mais Ouais. voilà, d'arriver avec un texte comme ça, d'avoir cette chance-là. Alors on va casser sans doute un mythe, hein, on va. Ah oui, tiens, question assez rapide. Enfin, je ne sais pas si la réponse sera rapide. Sylvia qui dit, le titre se définit-il avant ou après l'avoir écrit? Le livre. Ni avant ni après, mais au tout début en ce qui me concerne. Ah, C'est-à-dire que, c'est-à-dire que c'est une très bonne question. Moi, les titres participent de l'écriture du livre. d'accord. C'est-à-dire que Né d'aucune femme, par exemple, ça s'appelle très vite Né d'aucune femme, et je ne sais pas pourquoi. Voilà. Je ne sais pas Donc pourquoi, je le découvre sachez-le, plus Franck tard. Bouy s'écrit, c'est pas trop pourquoi. C'était le scoop de la soirée, Sylvia. Faudra poser la question à un autre écrivain. Franck Bouy, lui, il écrit des titres, il ne sait pas pourquoi. Moi, en tout cas, je trouve magnifique ce titre. Mais voilà, en tout cas, voilà, je trouve que c'est un titre qui est extrêmement profond. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais en tout cas, le titre me plaît. Donc tout de suite, Oui, c'est ça très s'est rapide. Ouais. imposé. Quand vous dites, euh, je l'ai construit, je trouve que c'est intéressant parce que déjà, c'est un discours qu'on n'a pas souvent. Et les gens ont du mal à dire, moi, j'ai fait ça pour en être là où je suis. Et je trouve que c'est assez normal. Euh, c'est assez normal et derrière, il y a vraiment ce que vous en faites. Alors, on n'est pas dans un univers où Franck Bouys, il passe sa journée à se promener dans les bois, le soir quand il a un peu de temps, il écrit, et puis le lendemain, il se réveille vers 11 heures et s'il n'est pas trop fatigué, il écrit. C'est pas ça la vie de Franck Bouys. Non, 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 non Alors du c'est tout. quoi la vie de Franck Bouys? C'est quasiment un ermite, hein, je vous le dis. C'est quoi? Non, mais là, vous avez raison, c'est que moi, j'avais une ambition littéraire, mais je voulais pas la faire à n'importe quel prix. C'est-à-dire que je, je, je voulais m'engager totalement dans cette activité, mais j'avais envie de le faire euh, tel que j'étais et avec mes propres convictions. Et pour ça, vous avez raison, il faut quand même de l'orgueil. Oui, Il faut être il faut de l'orgueil pour réussir de toute oui, façon. mais Mais pour se complètement. respecter, déjà, il faut de l'orgueil, hein. Voilà. Voilà. Il faut du travail. Effectivement, une journée. Enfin, moi, je travaille tous les jours. Il n'y a Hmm. pas de jour férié. Alors c'est quoi Ça, travailler? C'est quoi le travailler, travail de Franck Bouys? travailler. Moi, je suis réveillé à peu près à 4h30 tous les jours, 4h30, 5h, et je lis grosso modo jusqu'à ce que le jour se lève, et après, je vais dans mon atelier. J'appelle ça mon atelier, c'est-à-dire je me mets à ma table. Il sort de Euh, sa maison, hein? ouais, Oui? je ne crois pas à l'inspiration. Pour moi, l'inspiration, c'est les muses, les trucs, ça n'existe pas. Il D'accord. faut s'y coltiner. C'est-à-dire physiquement, moi, c'est un engagement physique avant tout. C'est-à-dire que quand j'ai fait mes. euh, Parfois, il y a une page, parfois, il y a un paragraphe, parfois, il y a 3 pages. On ne sait jamais ce que ça va devenir. Mais on a fait quelque chose, hein. C'est un peu le côté Montaigne qui Ouais. collectionnait ses calculs. Il faut, mais parce que je viens aussi d'un milieu rural où il faut produire quelque chose, il faut fabriquer quelque chose. Euh, donc je fais ça. Et pendant le matin, 3 heures, je suis rincé au bout de 3 heures la plupart du temps. Donc il faut que je fasse autre chose. Alors voilà, je fais d'autres activités physiques la plupart du temps, et je m'y remets l'après-midi. Et je travaille comme ça par séquence de 3 heures, grosso modo. Mais l'après-midi, par contre, ça peut se prolonger
très longuement. C'est-à-dire parce qu'il y a effectivement le travail d'écriture, mais le travail d'écriture, les premiers jets sur un cahier, c'est une chose. Mais c'est une pâte la plupart du temps qu'il va falloir pétrir, qu'il va falloir retravailler. Et ce retravail-là, par contre, je peux faire des séquences qui jusqu'à 5-6 heures d'affilée, où là, je retravaille le texte. C'est un peu du travail comment dire, notamment les dialogues, par exemple. Les dialogues, c'est le plus compliqué à écrire pour moi. Je trouve que c'est très compliqué, mais j'adore ça. Pourquoi? Parce que il faut que ça parle, mais il ne faut pas que ça dise ce qui se passe. Et souvent, moi, les dialogues dans des livres, ça me sort du livre complètement, parce que déjà, on ne parle pas comme ça. Les doubles négations, les trucs. C'est-à-dire, il y a des auteurs qui écrivent les dialogues comme ils écrivent la prose. Et ça ne marche pas. Enfin, à mon sens, ça ne marche pas. Donc, je rabote. Moi, souvent, j'ai 4 fois plus de dialogue dans un bouquin dans la première version. Et je rabote jusqu'à ce que... Et j'arrive à faire... Ce qui est intéressant, c'est de faire dire ce qui n'est pas dit par les gestes, par tout ce qui se passe entre ce qui est parlé. Et la seule façon de savoir si ça marche, je m'enregistre. Parce qu'il y a une chose qui ne ment jamais, c'est la voix. Et c'est l'oreille. C'est ce que vous entendez. Voilà. Et donc, quand je m'écoute, je sais ce qu'il y a en trop. Mais à mon sens, après, je le sens. Clac, clac. Donc, j'élimine. Et au bout du compte, il reste quoi, un quart des dialogues du départ. Alors vous, je sais pas, moi je suis déjà fatigué. Une journée, je vois, hein, déjà ça me fait peur. Je vous le dis, ça me fait peur. J'ai l'impression, quand vous me racontez ça, que c'est un comment dire, un face-à-face avec soi-même qui est d'une intensité rare. Eh bien non. Ah, vous voyez, j'ai tout faux. Non, c'est Ça juste... me renvoie ça. Oui, d'accord, mais je peux comprendre ça. Alors que non, c'est un tel Il n'y a engagement... pas de souffrance. Ah non, dans non, cet non, acte-là. ah non, il y a un engagement physique, c'est-à-dire que il y a vraiment, je peux le sentir sur mon corps, mes muscles, il y a vraiment quelque chose de physique. C'est pour ça que j'écris à la main d'ailleurs, je pense, hein, et que ça marche pas à l'ordinateur. Mais c'est justement cet engagement, on ne peut l'avoir que si on n'est pas face à soi. C'est-à-dire que si on laisse la place, le champ libre au personnage. C'est-à-dire que je crois beaucoup à la théorie de l'absence. C'est-à-dire que moi, quand j'écris, Franck Bouys s'absente. D'accord. Et je laisse la place. Alors, c'est bien sûr, c'est moi qui écris, avec des profondeurs insoupçonnées dont je ne sais rien, mais aussi avec tout ce que je ne suis pas. Je suis pas l'ogre de N'est aucune femme. Je suis pas une gamine de 14 ans. Je suis pas un soldat de la guerre de 14-18. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne peux pas y mettre ce que je ne suis pas. Par contre, je peux laisser la place à ces personnages et laisser libre de me raconter leur histoire. Vous savez, ce truc-là, je le dis souvent, mais la plus belle définition de l'écriture que je connaisse, c'est une femme qui avait écrit ça. Elle avait écrit « Écrire, c'est disparaître devant ce qui n'existe pas encore. » C'est disparaître. Malraux le disait aussi à propos de Faulkner. Il faut accepter d'être... Il ne faut pas être en projet de devenir un personnage. Il faut lui laisser la place. Il faut accepter d'être possédé. Pas au sens vaudou d'incantation, mais on accepte d'être possédé. C'est pour ça que ça prend autant d'énergie. Donc c'est pas du tout un face-à-face avec soi, c'est un oubli de soi, et à tel point que ça s'arrête pas juste là, à être devant la table. C'est que moi, j'écris aussi beaucoup quand j'écris pas. C'est-à-dire que quand je vais faire quelque chose d'autre, je suis absent. Et même parfois, je me déteste, parce que je vais être, je sais pas, à un repas et je suis pas là. Et les gens me le font remarquer. Ah oui. Et c'est malgré moi. C'est-à-dire je ne suis pas là. Je me suis absenté il se passe quelque chose. Et je ne suis pas du tout le genre à prendre des notes. Vous savez, il y a des gens qui prennent des notes pour ne pas oublier, ou la nuit, machin. Ouais. Moi, non. Je fais confiance à... Vous savez, ce truc, le souvenir, c'est la liberté du passé. C'est-à-dire que si je me souviens d'un truc, si je le réutilise, c'est que ça valait le coup. C'est que ça valait le coup. Sinon, ça ne valait pas le coup. Alors, Sylvia nous dit,
je vous retranscris comme ça. Je pense que c'est sur la première partie de ce que vous avez dit, notamment sur ce que moi je vais vulgairement appeler l'écrémage, c'est-à-dire vous revenez sur les trucs, et dire en fait Franck Bouys prépare la terre avant de savoir ce qu'il va planter. Alors, je ne pense pas que ça soit tout à fait ça. Je pense quand même que vous savez ce que vous allez planter, mais effectivement, il y a tout un temps de préparation qui, moi, me semblait, était complètement inconnu pour moi. Hein. La terre, je l'ai préparée pendant l'enfance. Voilà. Ah ben, Voilà. Mais quand j'entre en écriture, elle est là. elle est prête. Elle est prête. Elle est prête. Bon, alors, on va repasser sur l'autre. Il faut respirer un peu. Hein, attendez, c'est bien joli. On va repasser sur la partie un peu économique. Euh, le fait d'avoir une maison d'édition, d'être choisi, d'avoir choisi aussi une maison d'édition à un moment donné, parce qu'au début on est choisi, puis à un moment donné peut-être on peut choisir soi-même, hein, puisque la notoriété amène une légitimité à ça. C'est très bien, c'est valorisant, mais c'est aussi contraignant, j'imagine. C'est un contrat que vous passez. Donc vous apportez votre matière première, le livre, tout votre travail qui va avec, bien sûr, mais en contrepartie, c'est quoi les contraintes de ce métier par rapport. Alors, je ne vous parle pas des contraintes par rapport à l'écriture, parce que j'aurais tendance à dire que ce sont les contraintes que vous imposez, que vous voulez. Mais peut-être des contraintes de calendrier. Tout le monde a vu ces films, on dit ah, tu sais, il faut que tu fasses ton deuxième livre, ton troisième livre. Est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Et qu'est-ce qui est non pas ce que vous n'aimez pas dans le métier, mais qu'est-ce qui est le plus contraignant pour Franck Bouys dans ce rapport au système, hein, je parle. J'ai appris à aimer ce que je n'aimais pas au début. Par exemple, parler. Ouais. C'était compliqué pour moi d'expliquer. Déjà, je suis arrivé à détourner un petit peu le truc parce que le plus compliqué pour un auteur, c'est de dire ah mais vous pouvez me parler de votre livre et moi je sais pas parler par où je commence, je sais tellement pas quand un livre est fini ce que c'est finalement. C'est aux autres de m'en parler plutôt qu'à moi de faire un résumé, un mauvais résumé. Euh, et donc c'était compliqué. Et puis les rencontres en librairie, ça c'est fascinant. C'est-à-dire que vous arrivez dans une librairie avec du public, un libraire qui a lu votre bouquin, qui vous interroge, des interactions avec le public, et vous découvrez des choses de votre livre. Je trouve ça fascinant. C'est un peu, si vous voulez, c'est un peu comme un musicien qui a fait son album dans son studio pendant un an et demi, et qui s'en va le jouer sur scène après. C'est toujours le même album, mais c'est jamais le même public. On se dit toujours, ça doit être usant. Et non, c'est pas usant du tout. Et moi, je suis un peu pareil, c'est-à-dire que j'ai écrit mon bouquin pendant un an et demi, tout seul. Et là, finalement, je joue un peu un concert. Et les lecteurs me renvoient, le libraire me renvoie des choses, me font comprendre des choses de mon bouquin, de mes personnages, etc. Parfois, ça tombe à côté, ou je ne suis pas d'accord. Enfin, mais la plupart du temps, enfin, les lecteurs sont très pertinents. Ils sont passionnants. Et donc, j'ai appris à aimer ces rencontres-là, vraiment. Ce qui est enfin, les salons, par exemple, c'est toujours frustrant, par exemple. Quand vous avez des gens qui font la queue pour faire signer un bouquin, vous n'avez pas le temps de leur parler. Ça contente qui, quoi? Ça ne contente pas moi, ça ne contente pas le lecteur. Ça, c'est un peu moins intéressant, ça. Et puis on finit le soir, on est complètement épuisé avec le bruit, etc. Et après, finalement, en disant ça, j'ai conscience de me plaindre la bouche pleine. Non, c'est pas se plaindre, il ne faut pas l'entendre. Ouais, la question, elle est simple. y a- Dans y a- tout y a- ce qu'on fait, il y a des trucs qu'on aime, d'autres qu'on Voilà. aime un peu moins bien. Mais non, mais je veux dire, il y a des gens qui vont dire, ah bah oui, il y a des gens qui font la queue devant Oui. le bouquin. Mais j'ai le droit aussi de dire que, Bien au sûr. bout d'un moment, je suis frustré parce que j'ai pas pu parler à cette dame, notamment une fois, qui était campée comme ça à une foire du livre, je sais plus où c'était, et elle me regardait, mais avec des yeux d'une intensité, et puis ça faisait la queue, et puis je voyais qu'elle voulait, elle osait pas faire signer son bouquin, elle avait déjà le bouquin, et puis, et au bout d'un moment, je lui ai demandé, mais vous voulez que je signe votre livre?
et elle a gardé son livre comme ça, elle m'a dit, mais elle avait les yeux, je sentais qu'elle était prête à pleurer, elle me dit, merci, vous avez fait parler mon père. Elle est partie. Et je me suis dit, waouh, j'ai loupé quelque chose ou est-ce que c'était pas la peine? Mais enfin, il y a ce genre Oui, d'émotion-là que vous ressentez et vous dites, j'ai peut-être loupé quelque chose. On aurait peut-être pu prendre une heure, oui. discuter et voilà. Et il y a toujours ces trucs-là. Le public, enfin les lecteurs aujourd'hui, c'est indispensable pour Frank Buis? Les lecteurs? Oui. Bah, Non, oui. mais donc, quand je dis les lecteurs, je parle du contact au lecteur. C'est-à-dire ce contact physique. Parce que toute la première partie dont vous nous avez parlé, c'est chez vous, en Corrèze, là-bas, vous vivez dans les bois, enfin, j'imagine ça dans les bois, il n'y a personne autour. Vous avez commencé comme ça. Ouais. Vous avez commencé comme ça, dans cette, pas solitude, mais dans ce choix de vie-là. J'imagine le premier impact de l'édition, les livres sont publiés, c'est le contact avec le public, parce que c'est nécessaire économiquement, etc. Aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose euh, auquel vous avez pris goût, et est-ce que c'est quelque chose qui est devenu indispensable? Parce que c'est quand même là aussi une charge émotionnelle. Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'on le prend? Est-ce qu'on l'absorbe? Est-ce qu'on se ressource avec? Est-ce que demain vous pouvez créer de la même façon si vous avez plus ce rapport-là, cette intensité-là? Ah oui, c'est complètement séparé. Après, c'est vrai que moi, je n'arrive pas à faire les choses à moitié. C'est-à-dire que une tournée, je finis, je suis vraiment rincé, quoi. Je Ouais. suis épuisé parce que je m'engage aussi avec les lecteurs. Il y a ce partage-là. Quand je fais une rencontre, je sais pas la faire à moitié. Je vais au bout du truc. Mais c'est vraiment devenu important, oui, c'est devenu important. Euh, mais ça a toujours fasciné tous mes éditeurs, c'est que même si je suis en tournée n'importe où, c'est-à-dire que le matin, je vais écrire. D'accord. Mais que je Ouais. sois, voilà, le week-end prochain, je vais à Saint-Malo, ou je À sois en Suisse. Saint-Malo, Soisy. Peu importe, quoi, il y a ce truc-là, donc ça me rajoute de la fatigue, évidemment. Ouais. Les voyages, parce que Ouais. voilà, quand on habite dans le centre de la France, c'est toujours compliqué Surtout chez nous, d'aller, hein, parce que surtout chez nous. pour venir, c'est sympa, mais pour en sortir. Ouais. Donc oui, c'est devenu important. Après la période qu'on a vécue, là, je suis armé pour tenir seul. Ouais, je suis armé. Et, Cette vie intérieure, cet imaginaire-là permet de tenir. Mais on a besoin du contact avec les gens, on a besoin de partager des choses. Et puis les libraires. Puis moi, les libraires qui vous, à la fin de la rencontre, qui vous filent un bouquin comme ça et qui vous font découvrir Roi Bastos, qui vous font découvrir Guimarães, qui vous font découvrir, euh, je sais pas moi, Saër, des gens que vous n'avez jamais lus et vous découvrez des chefs-d'œuvre. Et il y a plein de libraires dans toute la France qui m'ont fait comme ça, qui m'ont glissé un bouquin comme ça à la fin de la rencontre. c'est ce que j'aurais appris de plus ce soir. Comme je vous parle, j'ai de la chance, hein, j'invite les gens, j'apprends des trucs. Ce que j'ai le plus appris, c'est que Frank Buis est un écrivain qui adore lire les autres, hein. Non, mais c'est assez paradoxal parce qu'en général, on est peut-être parfois sur, en tout cas, une vision de métier assez auto-centré. Non, Frank Buis, lui, ça l'intéresse d'écrire, mais alors, il est fasciné par les écrivains J'ai qui le. j'ai même, Ouais, depuis peu, je suis devenu conseiller éditorial pour une maison d'édition qui s'appelle Libretto Phébus, d'accord. maison d'édition parisienne, où là, je suis tellement amoureux du fond de Libretto, qui publie Jack London, qui publie, que voilà, ils m'ont laissé carte blanche et comme ça, je remets un peu au goût du jour certains des bouquins comme ça que j'ai beaucoup aimé. Et puis voilà. Donc j'aime vraiment les livres. Voilà, c'est Ouais. tout ça pour. Sylvia, on va parler de cette question-là, de la situation du confinement et des maisons d'édition qui sont submergées. C'est prévu, je l'ai noté ça. Mais je voulais savoir quand même si, parce que bon, il faut pas me la faire moi, hein. Frank Buis a-t-il pris la grosse tête? Non mais, attendez, il vend des livres partout, il va partout. Là, vous allez pouvoir nous parler effectivement de tout ce qu'il y a à côté, à savoir les tournées, les interviews, les machins. Moi, la moitié de ça, et j'ai la grosse tête, déjà que j'ai une tête assez. Mais là, ou alors, comment ça s'est passé? Est-ce que Frank Buis, il était en Corrèze, là-bas, dans ses bois en train de créer,
Il est monté à Paris, on lui a dit écoutez, le plus grand écrivain qu'on ait jamais vu. Et puis il est redescendu et ses potes, sa femme et tout lui ont dit non, Franck Bouis, c'est toujours le même ou pas? Comment ça s'est passé ça? Bon, bien sûr, je plaisante. Ouais. Mais même vous le dites souvent, on ne s'attendait pas à ça. Pas à ça, c'est quoi? C'est cette flambée là, d'un seul coup, il y a du Franck Bouis partout. Ouais, mais moi je le réalise toujours pas, hein. Hmm. Alors, il y a toujours des gens qui vont dire, ah, il a pris la grosse tête, et machin, mais j'ai plus de 50 ans, ça va. Oui. Puis, ouais, je me souviens de ma mère, quand de ma première interview de Grossir le ciel, où j'étais avec elle au petit-déj, alors, c'était dithyrambique, hein, ce que Poirette avait fait et tout. Je lui dis, alors, qu'est-ce que t'en penses, maman? Elle me fait, t'as pas intérêt à te louper pour le prochain. C'est une mère corse, vous Là, voyez, la c'est pression, pareil. paf. Ouais, non, mais, et Ouais. puis, ouais, j'ai des amis qui me. Il y a aucun souci là-dessus. Et Mais puis, c'est un et puis, effort de ne pas céder à ça, et puis, parce que c'est non, facile. non. Vous savez, c'est pas un effort, vous savez pourquoi? Parce que tous les jours, je suis face à mes doutes. Mm. C'est-à-dire, je me remets à ma table le matin et je sais que je suis pas le plus beau et le meilleur, hein. Je sais que là, le livre, je sais pas s'il va aller au bout. Je sais pas. Donc, il y a cette tension permanente qui fait que. Et je ne sais pas ne pas écrire. J'espère que ça durera. Ça veut dire que j'ai pas le temps Oui. de Vous n'avez pas le partir temps de vous entre. regarder dans la glace et de vous dire Non, vous êtes le non, plus ça je beau. l'ai jamais fait. On peut me voilà. Et parfois, ce qui peut paraître des fois, c'est cette absence parfois au monde qu'ont beaucoup d'auteurs, mais pas que des écrivains, hein, qui peut paraître hautain parfois et tout, mais c'est pas du tout une posture. C'est que ouais, je reviens à cette absence-là, mais ça, j'ai toujours eu ça, moi, hein. J'ai toujours eu ça. Mais non, je crois que. Mais ça me serait arrivé à 30 ans ou à 25 ans, ça aurait peut-être été différent. Mais là, j'ai pas changé mes habitudes, j'ai pas changé de maison, j'ai pas changé de voiture, j'ai pas. Mais non, parce qu'il met l'argent de côté. Comprenez? Comme il sait qu'il n'aura pas de retraite, il sait qu'il n'aura pas de retraite. Donc, et puis voilà, et puis bon, il sait aussi que, vous savez, et oui, c'est tellement bien de faire au quotidien un métier qui au départ est une passion. C'est vrai, Swazik. Là, je pense que c'est plus qu'une passion, hein. Enfin, après, voilà. Euh, Il y a, alors, on est là aussi pour parler un peu d'économie, donc il y a ces histoires, bon, on a compris les histoires d'argent qui rentrent par les livres. Euh, il y a, bon, j'espère, vous me dites si je peux pas en parler, les liens avec le cinéma, on peut en Oui, parler ou ah pas? bah oui, Alors, sans forcément rentrer dans les détails, mais ça, c'est aussi quelque chose qui peut être en lien avec l'écriture, à savoir, on prend votre livre, on vous propose de prendre votre livre pour l'adapter. C'est quoi ça? Comment ça se passe ce rapport-là? Un jour, quelqu'un vous appelle ou alors c'est votre éditeur qui vous dit, tiens, il y a un réalisateur qui m'a appelé. Comment ça se passe pour les gens qui ne savent pas? Alors, les maisons d'édition ont des agents qui prospectent comme Ah, ça, qui toutes prospectent, les d'accord. sociétés de D'accord. production, ouais, Et en dire, général. on a un scénario Oui, potentiel pour toi. et Ouais. un livre où parfois les réalisateurs lisent des bouquins qui leur Mm. plaisent, etc. Et puis, bon, il se trouve que Jean-François Richet est tombé amoureux de Grossir le ciel et va réaliser, ça y est, on a signé, avec Why Not Productions, donc le réalisateur des Mérines. Mérine, ouais. Ouais. Voilà, donc ça c'est signé depuis la semaine dernière. Voilà. Et il paraît qu'un des personnages est pas très chevelu, avec des lunettes. Il paraît hein, que ce sera un gars du coin. D'accord, donc là, par contre, voilà, quand on discute de ça, quand vous discutez avec un réalisateur, vous discutez de quoi? Alors, je vais l'expliquer aux gens parce que dans une autre vie, j'ai côtoyé des gens et j'ai rencontré des auteurs, ou oui, des auteurs, des écrivains, qui, on en discutait un peu avant, ont du mal à se séparer de leurs livres. Vous, quelle est votre posture quand on vous dit, voilà, on adapterait bien le film? Est-ce que vous dites, vous faites un chèque en blanc? Est-ce que vous dites, je veux le lire, je veux lire le scénario, je veux mettre ma patte dessus? Ou est-ce que vous dites, ce livre, c'est moi qui l'ai fait, je veux être conseiller technique? Voilà, enfin, je donne des exemples. Quelle est la posture de Franck Bouis par rapport à ça? Alors, on discute, je vois l'homme que j'ai en face de moi, mais après, moi, le livre, il ne m'appartient plus. Mes personnages ne m'appartiennent plus. Je laisse mes totale liberté. Enfin, totale liberté. Je te demande à lire le scénario. Ouais. Pas qu'il y ait de trahison et tout, mais
Mais vous me l'avez dit tout à l'heure, vous demandez à lire le scénario, mais pas pour y mettre un veto. Ah non, 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 C'est-à-dire que c'est signé avant. Voilà, c'est signé avant, complètement. Moi, je n'ai pas de problème avec ça, vraiment pas. Euh, j'ai discuté avec, pour l'adaptation de théâtre avec Philippe Labonne et Jean-Paul Ouais, Daniel, là, ouais. qui adaptent Glaise Hum, au théâtre. Ils ont fait quelque chose de différent du livre, sans me trahir, et je trouve le résultat mais magnifique, quoi. hum, Faut aller voir Glaise, quoi. hum. Le travail qu'ils ont fait, c'est extraordinaire. Ça me sidère. Donc voilà. Après, il y a que pour la bande dessinée où là, par contre, j'ai pris le scénario en main. D'accord. Parce que c'est un média qui m'intéresse, quoi. J'aime beaucoup la bande dessinée. Et le scénario de bande dessinée, là, on peut s'exprimer aussi par l'image. Puisque finalement, quand j'écris, moi, je peins des images avec des mots. Et donc, le fait d'écrémer les mots en montrant juste les images, en gardant juste ce qu'il faut, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Le rapport à l'image, justement, là, il y a déjà eu quelque chose en vidéo de fait par rapport. Je cherche pas à lui vendre une vidéo, Soisic, je te le dis, parce que bien sûr, tu es trop petit. Il y a déjà eu une production audiovisuelle faite d'un de vos ouvrages? Non, non, D'accord. non. Donc là, il va y avoir. Vous avez lu le scénario. Oui, Le scénario vous a donné une petite, une idée de ce qu'allait devenir votre livre. C'est quelque chose qui doit être assez particulier quand même, parce que même si dans votre tête il y a les images, là, elles vont devenir réelles. ouais, ouais. Et je suis très, très curieux de ça. Ouais, Voilà. Mais ça reste de la curiosité. ouais. Euh, Et vous savez je, qui va jouer dedans déjà ou pas? Faut pas le je, dire, hein. il y avait juste un acteur qui avait donné son accord, mais je ne sais pas si ça sera Ouais. toujours d'actualité, parce que c'est très compliqué quand Oui, les oui. productions se. Mais c'était Ah ben. Nissa Restrup qui devait jouer Abel. Ah, oula, c'est pas facile, lui, hein. Ouais, mais c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, après, Ouais. je sais pas du tout. Mais bon, ça devrait pas tarder à se décanter. Bon, donc on résume. Ils vendent des livres partout. Là, on va voir, ils voyagent aussi, ils vendent des livres, faire le livre au cinéma, bande dessinée. Il a pas pris la grosse tête. Moi, je peux vous dire, un quart de ça, je vous parle même plus. Bon, allez, on s'avance tranquillement vers la fin. N'hésitez pas si vous avez des questions pour Franck Bouys. Je le disais aussi, le métier que vous exercez se passe en grande partie chez vous. Et effectivement, il y a ces rencontres avec les lecteurs et il y a les traductions. Hein, ça aussi, c'est autre chose. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a surpris, ça, que quelque chose que vous créez chez vous puisse être traduit en combien de langues d'ailleurs? Une douzaine, là, ouais, et puis ça Ça veut évolue. dire quoi? Ça veut Ça dire que évolue. vous êtes arrivé à séduire d'autres cultures, d'autres approches. Ça doit interroger, ça, non? Ah oui, 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 c'est Moi, je trouve assez. ça mystérieux, ça. Ouais. Ma plus grande, pas fierté, mais où là, c'est des États-Unis. C'est-à-dire, mon livre publié aux États-Unis, ils ont acheté Né d'aucune femme, là, qui sort à l'automne, Ouais. mais Glaise aussi, Buveur de vent. Hmm. Parce que c'est quand même, moi, enfin, ma culture littéraire, elle s'est vraiment faite avec Ah les ouais, on écrivains a du compris Sud, au début, oui. voilà, le Ouais. Sud des États-Unis, vraiment. Donc là, il y a une vraie. J'aurais jamais cru, quoi. Hmm. Et voilà, me retrouver en Suède, en Grèce, je sais pas, en Donc Espagne. ça veut dire, et C'est, donc vous faites les pays là, hein, vous voyagez, ben là, avec le vous. Covid, pas trop, Oui, hein. mais voilà, Mais oui, hors Covid. j'étais invité à Athènes, par exemple, quand le livre est sorti. Ben, c'était en plein Covid, quoi, donc j'ai pas pu y aller. C'était bien Hmm. dommage, Ça voilà. doit pas être simple à gérer non plus quand même, parce que c'est pas, enfin, une fois qu'on a passé la carte postale de, c'est bien les voyages, enfin, il faut les faire les voyages. Ouais, Il tout à faut, fait, tout à fait. Mais c'est pas non plus le quotidien de. Puis bon, c'est de la chance, quoi. Je sais pas du Oui, tout oui, ce que. bien sûr. euh, Mais voilà, si je devais en faire un voyage vraiment, ce serait les États-Unis, avec une super éditrice en plus, une belle maison d'édition, vraiment très très Ouais. belle, qui publie le prix Goncourt entre autres. Mhm. Euh, ouais, non, c'est un peu surréaliste tout ça en fait. Non, C'est c'est un peu. bien, c'est bien. Tant qu'il reste étonné, écoutez, c'est bien. C'est un gars de chez nous. Tant qu'il reste étonné, c'est un gars, enfin de chez nous, de la Corrèze. Si je dis que la Corrèze, c'est chez nous, on va encore dire Limoges, ils veulent s'y approprier. Non, bon, c'est un gars de la Corrèze. On n'y peut rien. C'est une terre de présidents et d'écrivains, la Corrèze. Il y en a un certain nombre, oui.
Sylvia, alors on va se rapprocher de la fin. Là. Sylvia dit la situation que nous vivons de confinement et tout ça vous a-t-elle inspiré? Ah, mais je sais pas ce que c'est l'inspiration, moi. Je sais pas du tout. Donc non, pas. C'est pas rentré dans votre pas du tout. Non, non, alors j'ai eu la chance incroyable d'être extérieur à ça, vraiment, Mm. ouais. De Mm. par où je vis, pas de masque, rien. Enfin, Voilà. ouais, non, non, et puis enfin, on parlait des maisons d'édition qui ont reçu plein de manuscrits, ça, Ah oui. je, 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 Quel est votre regard là-dessus? je crains justement l'inspiration qui viendrait de ces périodes-là. C'est quoi? Ben moi, j'ai pas d'opinion là-dessus. Si les gens ont eu envie d'écrire, ben, Mm. très bien. Ça, mais la littérature, c'est un truc sérieux, quoi. Mm. Mm. On peut raconter des histoires. C'est pas pour ça qu'on va être publié. Mm. Mm. Faut. Ben, c'est pas. Je sais pas comment dire. C'est- on peut raconter. Puis non, j'ai pas de conseils à donner finalement. Non, chacun fait ce qu'il veut. Et puis, mais en revanche, ce qui est très très rassurant, c'est que les gens ont beaucoup lu aussi. Ont Ouais. beaucoup beaucoup lu. Ils ont beaucoup écrit, mais ils ont aussi beaucoup lu. Et ça, c'est quand même, c'est quand même, voilà, ils ont un peu délaissé, alors, par force le cinéma évidemment, mais ils ont délaissé parfois des. C'est quand même le seul, une des seules activités où on peut laisser se déployer son imaginaire sans qu'on nous le dirige. Alors, on a plein de possibilités de style littéraire, etc. Mais bon sang, euh, les personnages, vous les décrivez physiquement, etc. Il se passe quelque chose qui ne se passe pas avec au cinéma, la télé, etc. Et je trouve que les gens, beaucoup de gens ont découvert l'écriture, redécouvert l'écriture, redécouvert des auteurs. Alors, il y a aussi il y a aussi les petites coquetteries. Oh, j'ai relu les classiques, j'ai relu. Oui, oui, Alors, je vais poser la question, mais alors du gars qui n'y connaît rien, mais tant pis, je vais être ridicule. C'est pas la première fois, ni de la journée, ni de l'année, c'est pas grave. Franck Bouis, il préfère qu'on le lise dans des vrais livres ou sur des tablettes ou des machins comme ça. je m'en moque totalement. Voilà, vous voyez, là j'ai réussi mon coup. Là, En revanche, moi, j'ai besoin du papier. Oui, voilà, lui n'écrit pas sur un ordi. Bon, mais très bien. Swazik est d'accord, Sylvia est d'accord. Ben oui, bien sûr, elles sont d'accord. Mais elles lisent en plus. Donc ça leur parle. Je vois ça tout à fait. Écoutez, on va finir l'émission par la question traditionnelle, qui est pas plus intelligente que le reste quand même, mais enfin je vais la poser. Le jour où, qui serait lointain, où Franck Bouis va disparaître, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous? Oula. Ah, et celle-là, hein, elle est pas mal. Ouais. Elle est pas mal. Parce que, juste avant ça, même si vous écrivez, c'est très professionnel, très réfléchi, il n'empêche quand même que vous le vouliez ou non, vous donnez une part de vous-même, même si ces livres ne Mm. sont pas vous. C'est une production de vous de toute façon, et il y a une part de vos racines là-dedans. Donc il y a une transmission, une partie de Franck Bouis qui part un peu avec chaque livre. C'est ma Ouais, façon de le voir, hein, de le ouais, dire. ouais, bien sûr. Mais ce ne sont pas non plus des activités et des métiers anodins. Et je pense que c'est important. Je pense qu'on est tous, on se dit tous à un moment donné, putain, j'espère au moins que on garderait ça de moi, peut-être Ouais. un peu. Moi, juste que ben, tu as fait tout ce que tu pouvais. Mm, T'es allé au bout t'es allé au bout de ce que tu mm. pouvais. Et c'est tout, vraiment. C'est un gars de la terre, Ouais, hein. ouais, ouais. C'est ça. Mais les livres, c'est ça. Moi, je considère qu'ils sont terminés quand je suis épuisé physiquement. C'est même pas parce que j'ai jamais la fin à la fin, hein, Mm. t'arrives. Mais il y a ce truc-là d'aller au bout de quelque chose. Et je crois, voilà, vraiment qu'on me dise, bah, t'as fait ce que t'as pu. Vous avez rien lâché en route. Et puis voilà, Ouais. et puis tu peux être fier de toi. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, j'ai passé un très bon moment. Merci Ben moi beaucoup, aussi. Franck Bouis. C'était, vous voyez, comme quoi, je suis un escroc. C'est-à-dire, j'ai pas parlé, j'ai pas lu une page. J'ai reçu un écrivain quand même pendant 1 heure. Mais effectivement, je ne sais pas comment vous l'avez entendu ou vécu. Moi, j'ai beaucoup aimé.
rentrer dans cette intimité de la création, savoir comment vous créez, parce que, puisqu'il me plaît beaucoup, bon, je pense, c'est, c'est, moi, je ressens, c'est ma perception à moi, je ressens bien vos racines terriennes. Moi, je suis un terrien à l'origine aussi. J'entends bien que les choses, elles doivent être faites, elles doivent être commencées, elles doivent être touchées, elles doivent être très bien. Et qu'est-ce que tu dis, Swazik? Pas bien. Allez-y. Oui, allez-y. Oui, il y avait ce truc-là de l'enfance, de ce que vous disiez. C'est être écrivain, écrire, et c'est pas très différent quand un enfant joue avec des objets. Moi, je joue avec des signes. Et en fait, le passage à l'âge adulte, le fait d'écrire des bouquins, c'est transformer des objets en leurs signes. Vous voyez ce que je veux Oui, dire? oui, très bien. C'est ce truc-là, mais on joue de la même façon en fait. On n'a pas quitté Voilà, ce monde-là. ce sera les derniers mots. Swazik, tu peux dire ce que tu veux. Je n'ai pas lu. Je le lirai, bien sûr. Ah, une admiratrice, Corinne, hein, qui est des parages. Merci à toi, Corinne. Oui, ça, c'est sûr que c'est la littérature vue sous différents angles. Mais tu sais bien aussi, Corinne, que je vois beaucoup de choses sous différents angles. Un jour, ça va me porter préjudice. C'est comme ça. Chacun sa singularité. Merci, Franck. C'était vraiment. Je vous remercie pour votre confiance et c'était vraiment une belle rencontre pour moi. Franchement, merci beaucoup. Et puis, bon courage pour la suite, hein. Et Ben, puis, changez rien. Changez rien. Il n'est pas crâneur, hein. Je vous le dis, avant ou après, il n'est pas crâneur. Donc, on le refera venir si il en a envie. Tiens, attends, Swazik, juste avant de finir. Franck, je vais monter bientôt la voir ma copine Swazik. On a rendez-vous à La Rochelle. Swazik et alors, bretonne, alors ça, hein, pure souche, elle mange des crêpes tous les jours. Elle est avec un gars qui est taiseux comme tout, il parle jamais. Grande férue de littérature. C'est quelqu'un qui est passionné par la généalogie. Je vais lui amener un livre de Franck Bouys. Quel livre je dois lui amener? Allez, peut-être grossir le ciel pour commencer. voilà. Swazik, je vais t'emmener choisir le ciel, hein. Grossir Grossir le le ciel. ciel. Ça commence bien. Je vais acheter Grossir le ciel et je vais te l'emmener. Ça aura été choisi directement par l'auteur. Merci beaucoup. Merci à vous. Et pourquoi celui-là? Pourquoi? Attends, pourquoi? Elle vit avec Ouais. un taiseux, donc elle va continuer dans cet univers-là. Et peut-être elle comprendra mieux comment ça Voilà, fonctionne. voilà, Swazik, ça te changera pas de Domi. Tu lui diras pas qu'on a parlé de lui. Merci beaucoup, merci à tout le monde d'être venu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, on sera sur des univers complètement différents. Alors, mais vraiment, hein, j'espère que Franck en prendra pas. Ah oui, Corinne nous conseille Glaise. Ok, tu sais quoi, Corinne, j'amènerai les deux. J'amènerai les deux, comme ça fera rentrer un peu plus d'argent en plus. Très bien. La semaine prochaine, on va parler troisième âge, donc ça n'a rien à voir avec Franck. Troisième âge, on va parler du Gérontopole Nouvelle-Aquitaine. C'est un sujet qui est passionnant, hein, le sujet de l'économie, de la silver economy, de la dépendance, voilà. Donc, je vous donne rendez-vous. Et le lendemain, donc le jeudi aussi, j'ai mis une deuxième émission. Ce sera donc l'émission sur les Gérontopoles, c'est avec Muriel Boin et la directrice. Et le jeudi, je reçois Laurence Boblic. Laurence Boblic qui est présidente de la CPME 87. Là, on sera dans l'économie pure. On ne va pas parler de littérature. En fait, peut-être si elle veut m'en parler. Merci beaucoup. Je vous lâche. Vous pouvez repartir en Corée. Et surtout, bonjour chez vous, hein. Merci beaucoup. Merci. Et il y en a à qui je dis à demain matin, de bonne heure et de bonne humeur. Bonne soirée. I